des montagnes majestueuses, des paysages tout droit sortis d'un conte de fées, le tout en plein cœur du Pacifique Sud. Au commencement, de formidables forces ont œuvré à la création de son relief. Volcans actifs, geysers et lacs aux eaux bouillonnantes en sont les témoins. Ici, la Terre est loin d'avoir achevé son ouvrage. Du sol volcanique riche et fertile sont nées des terres arables et verdoyantes, des terres issues du feu. Bienvenue en Nouvelle-Zélande. Deux îles principales constituent la Nouvelle-Zélande. Notre voyage nous mène de l'île du Sud à celle du Nord. Ici, les volcans et les sources hydrothermales sont de grands créateurs paysagistes. L'île du Nord répond également au joli nom de l'île fumante. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Ici, tout n'est que vapeur et bouillonnement, volcans actifs et tremblements de terre. Sur l'île du Sud, le port de Picton est le point de départ des ferryboats qui appareillent pour l'île du Nord. En dehors des avions, ils sont les seuls moyens de transport entre les deux îles, séparées par le détroit de Cook. Bob Nixon est le capitaine de l'un d'entre eux. Cette liaison est très importante. On peut dire qu'elle fait partie de l'infrastructure néo-zélandaise. C'est un peu l'extension de State Highway 1, l'autoroute numéro 1. Et elle est unique parce qu'elle est également le prolongement de la voie ferrée. Dans les cales de marchandises, on charge aussi bien des camions que des wagons de chemin de fer. Le temps d'escale est très serré, de l'ordre de 50 minutes entre l'arrivée et le départ. Le ferry fait route vers Wellington en passant par les Marlborough Sounds. Ces fabuleux bras de mer doivent leur existence au frottement des plaques tectoniques. Des pans de l'île du Sud se sont enfoncés dans la mer qui a submergé les vallées. Aujourd'hui, seul le sommet des anciennes montagnes s'offre à nos regards. Sur ces innombrables petites îles, nombreuses sont les bourgades et les propriétés à n'être accessibles que par bateau. Pour le grand plaisir de la faune. Souvent, le vent s'engouffre dans les bras de mer. Ici, les eaux sont calmes, mais du côté de l'île du Sud, on peut avoir de sérieux coups de vent. Notre équipe se compose d'un pilote et d'un copilote, comme dans les compagnies aériennes. Empruntant le canal de Torrey, le ferry pénètre dans le détroit de Cook. 5 ferries assurent sans arrêt la navette sur les 92 km qui séparent Picton de Wellington. La traversée dure 3 heures. Le détroit de Cook est considéré comme l'une des voies maritimes les plus difficiles au monde.
La Nouvelle-Zélande se situe dans la zone des 40e rugissants, qui, comme son nom l'indique, est de sinistre réputation. Seule brèche entre les deux îles néo-zélandaises, le détroit de Cook canalise le vent, qui aime souvent prendre des allures de tempête. Dans notre métier, on se bat sans arrêt contre la météo. Il y a certainement des lignes de ferry plus simples en ce monde. La route de Douvres, par exemple. Le ferry part de Douvres et il arrive à Boulogne. La liaison est directe, elle va d'un point à un autre. Chez nous, c'est complètement différent parce que nous avons affaire à 3 microclimats. Les Marlborough Sounds, le détroit de Cook et le port de Wellington. Et à l'entrée dans le port de Wellington, une tempête venue du détroit de Cook peut même s'intensifier brièvement avant de retomber. Bien que la capitale néo-zélandaise soit blottie dans une baie, elle est soumise à la force des vents, d'où son surnom de Windy Wellington. Très tôt, les Maoris ont peuplé la région. En 1839, 16 chefs Maoris vendent leurs terres à une société britannique. Un an plus tard, arrivent les premiers immigrants. En 1855, un violent séisme soulève la ville de Wellington d'1,50 m. Le port se retrouve alors entouré d'une bande de terre sur laquelle on a depuis construit de nombreuses voies de communication. Wellington est le centre politique du pays. Les Néo-Zélandais appellent familièrement le Parlement la ruche. En 1840, des représentants britanniques et maoris ont signé le traité de Waitangi, fondant ainsi la nation néo-zélandaise. Il s'agit d'une monarchie parlementaire dont la reine Elisabeth II est la souveraine. La Nouvelle-Zélande n'a pas de constitution écrite, elle s'appuie sur différents textes historiques. Mais en 1893, elle a été le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes. Le port urbain de Wellington, Centreport, est un nœud maritime et ferroviaire. 14 000 navires y transitent chaque année. Comme tous les Néo-Zélandais, les habitants de Wellington sont des passionnés de rugby et adorent leur stade, qu'ils surnomment affectueusement Cake Tin, le moule à gâteau. Le rugby, originaire de Grande-Bretagne, a été importé par les colons. Aujourd'hui, c'est le sport national de la Nouvelle-Zélande. L'équipe nationale des All Blacks est l'une des meilleures au monde et ses joueurs font figure de héros nationaux. Ces dernières années, l'industrie cinématographique a multiplié ses installations à Wellington. L'un de ses plus grands succès, Avatar de James Cameron, a remporté en 2010 l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il a été réalisé pour l'essentiel dans les studios d'animation du quartier de Miramar. Les paysages néo-zélandais sont une source d'inspiration inépuisable et des coulisses idéales pour les tournages de films. C'est par exemple le cas du monde de Narnia, de King Kong, de Jurassic Park et bien sûr de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Au nord de Wellington, au large de la côte de Kapiti, se dresse l'île du même nom.
L'île de Kapiti abritait jadis le clan maori Ngati-Toa et leur chef Te Rauparaha. À bord des waka, leurs embarcations traditionnelles, ils patrouillaient au large de l'île et la défendaient habilement contre les autres tribus. On raconte que les Britanniques auraient soutenu Te Rauparaha dans sa lutte contre d'autres clans. En contrepartie, il aurait consenti à leur vendre les terres autour de Wellington et aider les Britanniques à faire de l'île de Kapiti le centre de la pêche à la baleine. Aujourd'hui, l'île de Kapiti est un paradis pour les oiseaux et les animaux marins. La State Highway 1 traverse les deux îles du nord au sud. Dans l'île du Nord, elle relie Wellington à Auckland, soit une distance d'environ 650 km. Au cœur de l'île, elle se ferait un chemin dans les vastes étendues de hauts plateaux, qu'on appelle communément le plateau central. C'est une route superbe. Le paysage change au fur et à mesure que vous avancez. Il faut compter 28 heures, plus la traversée en ferry. Le défi, c'est de livrer la marchandise en bon état et d'arriver soi-même sain et sauf, quelles que soient les conditions. Le plateau central abrite les volcans actifs Ruapeu, Ngauruhe et Tongariro. Un peu à l'écart sur la côte ouest, le Taranaki. Dans la mythologie maori, une légende raconte pourquoi Taranaki est aussi isolé. Il y a bien des siècles de cela, Taranaki s'activait parmi les autres volcans du plateau central. Un jour, il déclara son amour à la montagne Pianga, située non loin de là, drapée dans son écrin de verdure. Ce qui eut le don de mettre en colère le volcan Tongariro, fou de jalousie. Ce fut le début d'une lutte sans merci entre les deux volcans. La terre se mit à trembler et le ciel s'assombrit brusquement. Taranaki fut vaincu et banni de la chaîne des volcans. En s'en allant, il laissa derrière lui un profond ravin au fond duquel coule aujourd'hui le Wanganui. Taranaki vit désormais seul dans l'ouest et menace de se venger, tandis que Tongariro, de ses lointains grondements, lui déconseille fortement de revenir. Du haut de ses 2518 mètres, le cône du mont Taranaki offre un fabuleux contraste avec les vertes prairies qui se déploient jusqu'à la mer. Sur la côte, à 55 km du volcan, la ville de New Plymouth, chef-lieu de la région. C'est ici que se trouvent les seuls gisements de pétrole et de gaz naturel de Nouvelle-Zélande.
Non loin de New Plymouth, l'usine de Waitara convertit le gaz naturel en méthanol. L'extraction du gaz et du pétrole a connu son apogée en 1997, quand elle couvrait 55% des besoins nationaux. Aujourd'hui, c'est l'hydroélectricité qui a pris le relais en devenant la première source d'énergie de Nouvelle-Zélande. Autour du volcan Tongariro se déploie le plus ancien parc national du pays. Le Ruapeu et ses 2797 mètres dominent sans conteste la réserve naturelle. Le parc regorge de lieux sacrés et culturels maoris, ce qui lui a valu d'être inscrit en 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Contrairement aux apparences, le mont Ruapeu est le volcan le plus actif du parc et entre violemment en éruption tous les 50 ans en moyenne. Afin de détecter les signes avant-coureurs, des scientifiques scrutent régulièrement le niveau de l'eau, la température et les modifications chimiques dans le lac de cratère. En cas d'éruption, celui-ci risque de se fracturer et un flot de boue et de pierres s'écoulerait alors dans la vallée. Lors de l'éruption de 1945, un rempart instable composé de glace, de cendres et de roches s'est formé autour du lac de cratère. Le soir de Noël 1953, la digue s'est rompue et une coulée de boue a dévalé la montagne pour se déverser dans la rivière Wangaeu. Un destin funeste guettait le train reliant Wellington à Auckland. La coulée avait détruit le pont de chemin de fer sur la rivière. 6 wagons furent précipités dans le cours d'eau, avec à leur bord 151 passagers. Plus loin, à l'est, la région de Rangipo, le pays de la tribu maori des Tuaretoa. En 1850, le gouvernement colonial s'était approprié leurs terres. Ce n'est qu'en 2005, après une longue bataille juridique, que les Tuaretoa ont obtenu cette région à titre de réparation. La culture des résineux leur a semblé la meilleure façon d'en tirer profit. Sur ces terres, les Tuaretoa tiennent à pratiquer une sylviculture durable. Tewa Owens est à la tête de cette exploitation forestière. Nous formons l'équipe des bûcherons et nous avons pour tâche d'abattre les arbres parvenus à maturité. Nous les ébranchons et les transportons dans une clairière où ils sont sciés à différentes tailles. Les terres sur lesquelles nous travaillons appartiennent aux Tuaretoa, c'est ma tribu. En tant que membre des Tuaretoa, je suis très fier que nous puissions disposer de cette richesse. Mon travail consiste à abattre des arbres tout en veillant à ce que demain, les Rangatahi, les jeunes, puissent eux aussi jouir de cette ressource.
Pour nous, l'exploitation forestière a une grande importance économique. Plusieurs barrages créent des retenues sur les cours d'eau issus des volcans. Dans le massif du Tongariro, un vaste complexe hydroélectrique transforme l'énergie de l'eau en électricité. Mais les pêcheurs aussi affectionnent ces eaux. Afin de préserver la profusion de poissons, les exploitants de ces installations font procéder à des contrôles très sévères de l'eau. L'hydrologue Neil Jelly inspecte l'un des cours d'eau du complexe hydroélectrique de Tongariro, réparti sur 2600 km². Il faut trouver un équilibre dans l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire produire de l'énergie sans perdre de vue les implications pour le fleuve. Il faut assurer un régime d'eau suffisant pour maintenir d'importantes espèces dans cet habitat. Ça, c'est la rivière Potou. La centrale retient l'eau et la dirige dans le lac Rotaira. Mais nous n'utilisons pas toute l'eau. Nous laissons passer 600 litres par seconde. Je fais partie d'une petite équipe d'hydrologues. Nous mesurons le courant de l'eau, les précipitations et le niveau des lacs et transmettons ces données à l'exploitant du complexe. Celui-ci tient à utiliser l'eau de la manière la plus efficace possible, mais il est conscient qu'il existe certaines limitations et qu'elles sont là pour une bonne raison. Il y a un aspect que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est le risque d'éruption volcanique. En effet, nous sommes tout près du Ruapeu, du Tongariro et du Ngaru'ue, et ils sont tous entrés en éruption récemment. Dans un cas pareil, il faut éviter à tout prix que de l'eau chargée de cendres et de débris volcaniques se déverse dans un bassin hydrographique propre. L'une des plus importantes éruptions volcaniques au monde s'est produite ici, à Taupo, au nord du haut plateau central. Le lac Taupo est logé dans un cratère d'effondrement qu'on appelle une caldeira. Elle s'est formée lors de l'explosion d'un supervolcan il y a 27 000 ans. Aujourd'hui, si ce volcan est en sommeil, il est loin d'être éteint. Il y a 1800 ans, 45 km³ de débris ont été projetés dans les airs lors d'une violente éruption. Ce n'était rien à côté de celle d'il y a 27 000 ans. 700 km³ de matière volcanique ont été catapultés jusque dans la stratosphère. Sur le fond des océans, des dépôts de cendres volcaniques ont pu être mis en évidence depuis le Pacifique Sud jusqu'en Amérique du Sud. Ce que l'on appelle un supervolcan ne donne pas lieu à un cône volcanique, mais à une caldeira. Au fil du temps, la caldeira du Taupo s'est remplie d'eau. Aujourd'hui, ce lac présente une surface de 622 km² et sa profondeur maximale est de 160 mètres.
le plus long fleuve de Nouvelle-Zélande, le Waikato, d'une longueur totale de 425 km, se jette dans le lac Taupo. Avec le temps, le fleuve s'est frayé un chemin à travers les sédiments volcaniques, perçant dans la roche un passage d'une vingtaine de mètres de large, les chutes de Huka. Ici, 220 000 litres d'eau s'écoulent à la seconde. À quelques 100 km au nord-est du lac Taupo, se trouve le mont Tarawera. En 1886, l'éruption du Tarawera a été la plus dévastatrice des 500 dernières années. Elle a ouvert une déchirure de 17 km de long sur la crête de la montagne et fait de nombreuses victimes dans les villages alentours. Le volcanologue Brad Scott surveille de près le site. Le mont Tarawera se situe dans la zone volcanique autour du lac de Kataina. L'éruption de 1886 a commencé au sommet et s'est propagée vers le nord et le sud. La coulée de lave est entrée en contact avec les réserves d'eau, ce qui a déclenché une énorme explosion et créé le système hydrothermal de Waimangu. Waimangu présente un certain nombre de lacs de cratères, qui sont une excellente fenêtre sur l'intérieur du volcan. Ils sont directement reliés à l'intérieur de la Terre, un peu comme une casserole sur le feu, et nous offrent une vue imprenable sur les entrailles de la montagne. Les flux de chaleur et la composition chimique des cratères nous renseignent sur les changements qui s'opèrent au fond du volcan. Tout changement dans les paramètres est un signal. Si le volcan se modifie, cela risque d'avoir des conséquences. Pour les scientifiques, Waimangu est un endroit passionnant. Né il y a à peine 130 ans, c'est le plus jeune système hydrothermal de la Terre. Ce qui compte dans la surveillance des volcans, c'est d'établir des paramètres de base afin de pouvoir évaluer les changements et leur nature. Nous étudions les systèmes hydrothermaux, leur comportement, les types de fluides, les modifications en cas de pluie, etc. C'est ainsi que nous collectons les informations de fond dont nous avons besoin pour interpréter le volcanisme. Pour déterminer l'ampleur d'éruptions historiques, Brad Scott mesure des sections transversales de couches de cendres mises au jour lors de la construction des routes. On procède section par section. On va sur le terrain et on mesure l'épaisseur des sédiments. Puis on va 10 km plus loin et on recommence à la section suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la côte. Et on calcule le volume.
Les volcans du plateau central se situent au point de jonction des plaques tectoniques pacifiques et australiennes. Cette faille, qui est aussi à l'origine des Alpes néo-zélandaises, traverse tout le pays et se poursuit sous l'océan. Elle fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Tout comme le Taupo, le lac Rotorua s'est logé dans la caldeira d'un volcan. Lorsque sous le lac Rotorua, la chambre magmatique a explosé, un dôme de lave s'est élevé, donnant naissance à l'île Mokuia. La caldeira de Rotorua a 230 000 ans. Elle s'est formée avec l'expulsion de 200 km3 de matière. Il y a beaucoup de grands systèmes géothermiques dans la zone volcanique du Taupo. Ce sont les sous-produits des éruptions de tous ces grands volcans à caldeira. Les volcans ne sont pas très efficaces. Ils ne rejettent qu'environ la moitié de la matière contenue. Donc, si 200 km3 sont expulsés, cela signifie qu'il reste encore 200 km3 de roches brûlantes à l'intérieur de la Terre, à des températures de l'ordre de 900 000 degrés. Ils vont mettre des centaines de milliers d'années à refroidir. Juste sous des lacs du type de Rotorua ou Airaki, nous avons sur 4 ou 5 km de profondeur d'énormes quantités de roches en fusion. Autour de Rotorua, la zone géothermique est active depuis plus de 30 000 ans. Vers 1350, les premiers colons polynésiens ont tout de suite été attirés par les sources thermales et les lacs fumants de l'île du Nord qui leur dispensaient une chaleur naturelle. Aujourd'hui encore, bon nombre de leurs descendants, les Maoris, vivent dans cette région. À Rotorua, comme ailleurs, les Maoris perpétuent les traditions de leurs ancêtres. Les membres de la tribu Waiao ont fait œuvre de pionniers en matière de tourisme. Depuis 1800, ils font découvrir leur village aux gens de passage. Je m'appelle Ringaura Wata et je descends des Tuurangin Gati Waiao.
L'activité hydrothermale est présente dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Mon cousin a rapporté des coquillages de Maketu. Nous les avons mis dans un linge que nous allons descendre dans la source. Pas besoin d'allumer un réchaud pour faire bouillir de l'eau. Il suffit de les plonger dans l'eau bouillante. Plus on va loin, plus c'est chaud. Paiko'oru est une source naturelle. Nous pensons que les minéraux présents dans l'eau font ressortir le goût des aliments. Quand j'étais petite, on cuisinait dans les sources, on s'y baignait, et cela a fini par faire partie de notre identité. C'est mon pays que je voudrais montrer aux gens, l'endroit où ma mère a grandi. J'ai des origines allemandes et italiennes. Notre ancêtre allemand s'appelait Nga Hendricks. Il est né à Hambourg le 5 septembre 1816. Il a émigré à Wellington en 1841. Nos ancêtres nous ont confié un héritage et on nous a appris qu'il fallait transmettre notre histoire et nos croyances de génération en génération. Quittons les sources géothermales de Rotorua pour les vergers de Te Puke, où l'on cultive le fruit emblématique du pays, le kiwi. Pourtant, il n'est pas originaire de Nouvelle-Zélande. En 1904, une institutrice rapporte d'un voyage en Chine des graines de ces groseilles chinoises. Leur culture se développe et en 1952, ces fruits sont exportés pour la première fois en Angleterre, où ils rencontrent un franc succès. En 1959, leur commerce est florissant et on les baptise kiwi d'après la mascotte néo-zélandaise. Jeff Oliver, producteur de kiwi, explique pourquoi ces fruits se plaisent autant ici. Te Puke est connu pour ses kiwis. Nous l'appelons la capitale mondiale des kiwis. Notre terre est très fertile grâce à l'activité volcanique du mont Tarawera et même à la grande éruption du Taupo. Le sol est léger, bien aéré, exactement ce qu'il faut aux kiwis. Te Puke a vraiment le climat idéal pour la production commerciale. Nous sommes arrivés ici en 1986 et nous avons commencé avec une petite bicoque dans laquelle nous avons élevé nos 4 enfants. Nous avons planté le premier verger dès 1986. Actuellement, nous en avons 9 et nous avons élargi la gamme. Des kiwis verts, des kiwis dorés, des petites baies de kiwis. On cultive aussi un peu d'avocat et dernièrement, nous avons ajouté des fruits de la passion et des tomatillos du Mexique. Aujourd'hui, on va sûrement terminer la cueillette et l'empaquetage. Puis, les fruits vont partir pour Auckland. Demain, ils seront dans l'avion, en route pour les États-Unis. Nous en envoyons aussi à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, en Chine et dans certains pays d'Europe. Mais une bonne partie de la production est aussi destinée au marché intérieur. À 48 km au large de la côte Est, s'étend White Island, la pointe d'un volcan sous-marin actif. « 70% du cône volcanique est immergé. White Island est l'un des rares volcans sous-marins au monde qui soit relativement facile d'accès.
Cette coloration jaune provient de la présence de soufre dans la roche. De mémoire d'homme, le volcan de White Island a toujours été actif. La dernière éruption date de 2000. Dans la mythologie maori, toutes les forces volcaniques sont l'œuvre de Ruau Moko, l'enfant de la terre-mère et du ciel-père, toujours blotti dans le sein maternel. La chaleur de Ruau Moko tient sa mère au chaud, tandis que ses mouvements turbulents font trembler la terre. Aujourd'hui encore, le feu de la Terre continue de façonner la Nouvelle-Zélande. Il est le créateur de ces paysages aux multiples visages et à la beauté unique au monde.